Salut à tous, enchanté, bonjour, moi c'est Yacine Scali, je suis le host du podcast Dans la tête d'un CEO et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean de la Roche-Brochard. Salut Yacine. Comment vas-tu? Toujours bien. Toujours, j'aime ce positivisme. On va vous proposer pendant 45 minutes, moi qui vais bombarder de questions Jean, et Jean qui va essayer d'y répondre, j'espère. Tu vas te prêter au jeu, non? Ça va bien se passer. Excellent. Première question qui est toute basique. Pourrais-tu te présenter succinctement, s'il te plaît? Yes. Je m'appelle Jean de la Roche-Brochard. Depuis 7 ans, je bosse avec Xavier Niel, le fondateur de Free. Et je m'occupe notamment de Kima Ventures, qui est un fonds d'investissement avec lequel on investit dans maintenant entre 120 et 140 boîtes par an quand même, et qui compte un portefeuille de 1000 boîtes, des petits tickets, 100 à 150 000 euros, dans des entrepreneurs francophones, de la tech, basés partout dans le monde. Je crois que c'est assez clair. Il semblerait qu'on te surnomme le proxy de Xavier Niel. Explique-nous tout ça. Alors, je ne sais pas qui m'appelle le proxy de Xavier. C'est mon petit doigt qui m'a dit. Ok. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, Xavier, c'est un garçon. Il y a 3 choses importantes pour bosser avec lui. Il faut être honnête, sympathique et efficace. Et si vous regardez, n'importe quel individu qui envoie un email à Xavier va recevoir une réponse de sa part très rapidement. Et ça, c'est sa réputation. C'est qui il est. Donc quand il confie les rênes de quelque chose à quelqu'un à son image, et dont il est 100% propriétaire, parce que c'est le cas de Kima, ce n'est que l'argent de Xavier Niel, bah moi, mon job, c'est de m'assurer de répondre au moins aussi vite aux emails que lui arrive à le faire. Et c'est que lorsque j'ai une interaction avec un entrepreneur, que s'il rencontre Xavier un jour à un événement n'importe où, qu'il puisse lui dire qu'il a été content des interactions qu'il a eues avec nous, avec l'équipe de Kima. Moi, ma hantise, c'est qu'un entrepreneur envoie un email à Xavier ou croise Xavier et qu'il dise « Ah, j'ai croisé Jean il n'y a pas longtemps, c'est vraiment un enfoiré. » quoi. Tu vois, ça m'angoisse. Donc mon job, c'est d'avoir au moins d'avoir la même réputation que Xavier, qui est quelqu'un de très approchable, de très réactif, de très efficace, qui ne parle pas pour rien dire. Et donc on essaye de faire ça au mieux au quotidien. Et j'aimerais parler un petit peu de ta rencontre avec Xavier. Je sais que tu en as déjà parlé plusieurs fois. Oula, ça t'embête déjà? Non, vas-y. Ouais, je vais être très très précis. Le mariage Xavier et Jean, donc, enfin le mariage professionnel. Selon toi, c'est quoi les 2-3 skills qui ont fait que ce mariage s'est très bien passé? Donc, c'est-à-dire la valeur qu'a capté Xavier dans toi il y a quelques années déjà. C'est hyper difficile de répondre à cette question parce que Xavier, c'est quelqu'un qui se décide très vite. Okay. Et par exemple, je me rappelle il y a quelques années, je lui ai présenté un garçon qui s'appelle Benedetto Levi, qui est le patron de Iliad, donc de Free en Italie. Et ça, c'était il y a 3-4 ans, je pense. Il l'a recruté en 48 heures. Il a un poste énorme, hein, Benedetto, mais il l'a recruté en 48 heures. Moi, Xavier, avant qu'il me recrute, j'ai discuté avec lui 2 heures. Avant, on avait échangé des emails et tout, mais je l'ai vu que 2 heures. C'était en mars 2015. 15 jours après, une personne de sa holding me contacte pour me proposer le job. J'arrive en septembre 2015 officiellement. Et la deuxième fois que j'ai vu Xavier, c'était en mars 2016. Donc, il s'est passé 1 an entre ma première rencontre et ma deuxième rencontre avec Xavier. Et ça faisait déjà 6 mois que je bossais avec lui quand je l'ai vu pour la deuxième fois. Et entre-temps, on a échangé plein d'emails. Moi, quand j'ai contacté Xavier pour la première fois, je l'ai contacté pour lui présenter Capitaine Train. Quand j'ai su que Jérémy Bérébi, qui s'occupait de son fonds d'investissement, était en train de partir, je me suis dit, il y a une opportunité, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais en gros, je vais jouer mes cartes. Et jouer mes cartes, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire être lourd, ça ne veut pas dire lui dire, vas-y, j'ai vu que Jérémy partait, je veux le job, envoie, je suis chaud. C'est de se dire, bon, il cherche du deal flow, il cherche probablement à bosser avec quelqu'un qui ne va pas lui prendre du temps, mais lui faire gagner du temps, et quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Donc régulièrement, j'ai commencé à lui envoyer des deals. Et puis ça a été comme ça pendant toute la fin d'année 2014 et début 2015. Et début 2015, sur un deal en particulier, qui s'appelle We Do Gift, qu'on a revendu après à un grand groupe, et sur lequel on a quand même fait 20 fois la mise, donc je suis content. Quand je lui ai envoyé We Do Gift, il m'a dit coucou Jean, quand est-ce que tu passes me voir? Et c'est là que ça a déclenché notre première rencontre. Mais ça faisait quand même 4, 5, 6 mois qu'après Capitaine Train, je continuais de lui envoyer des deals. Et quand je lui ai présenté Capitaine Train, je lui ai pas dit il faut que je te présente Capitaine Train, je viens au meeting. En gros, j'ai pas fait ma groupie. Il est allé au meeting tout seul, il a rencontré Jean-Daniel Guillot, le CEO.
il était OK pour faire le deal. Et en fait, on a laissé les choses se faire naturellement. Donc je pense que ce qui a créé la relation, ou enfin le match avec Xavier, c'est finalement un ensemble d'échanges qui se sont faits de manière très organique pendant 5-6 mois, sans forcer le destin. Même si, secrètement, c'était le job dont je rêvais 2 ans auparavant, en me disant que jamais je l'aurais. Et ça, c'est dingue. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Déjà, tu parles de We Do Gift. C'est mon premier stage, donc j'imagine que tu as Ah, c'est cool. rencontré, c'était Jérôme Proust. Exactement. Ben, j'ai été son bras droit, donc on le salue. Moi, j'aimerais savoir très concrètement sur We Do Gift qui est arrivé sur un marché oligopolistique, donc 3 énormes acteurs sur un marché de plus de 3 milliards. Donc pour présenter un petit peu, ils gèrent tout ce qui est chèque cadeau des employés et aujourd'hui encore plus large. Qu'est-ce qui t'a tapé en fait dans l'œil quand toi tu as entendu parler de We Do Gift et pourquoi tu as voulu rencontrer Jérôme justement? C'est la value prop, c'est la tech Moi, quand j'ai rencontré Jérôme, il m'a dit « Je suis directeur d'une division chez Atayen, qui était une boîte de conseil. Mon job, c'est de faire du chiffre, et de faire du chiffre de manière rentable. Et là, j'attaque un marché qui est un marché sur lequel, en fait, qui est le marché du chèque cadeau, qui n'est pas un marché énorme, mais qui est un marché sur lequel, si tu mets la bonne énergie, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et personne n'avait envie de s'y attaquer. Et en fait, ce qui m'a convaincu chez lui, c'était son énergie avant tout. C'était que c'était un mec qui voulait faire du business et qui voulait le faire de manière très pragmatique, très sérieuse. Et d'ailleurs, il a levé peu d'argent. Grâce à ça, nous, on en a gagné beaucoup. Et la boîte ne s'est pas vendue très cher, mais elle s'est bien vendue. Nous, on a été entrés dans des bonnes conditions et ça a été un deal exceptionnel. Et ça, c'est typiquement le genre de deal qui est pas ce que tu trouves dans un marché haussier comme celui qu'on a connu les 10 dernières années. Mais en fait, c'est ça le vrai business, quoi. C'est des mecs qui, avec peu de moyens, beaucoup d'énergie, arrivent à déplacer des montagnes et à créer des belles histoires. Alors ouais, ça valait pas 1 milliard. Ouais, ça valait même pas 100 millions. Mais putain, il l'a fait, quoi. Il a transformé l'essai. Et ça, c'est cool. Je rebondis, hein, tu nous parles beaucoup d'humains en fait. On parle ni de tech, ni de produits, pas même de marché. Tu nous parles beaucoup d'humains, des personnes qui en ont envie. Faut qu'il y ait une passion, de la résilience. Je vais parler du réseau. Est-ce que pour toi aujourd'hui, et là je te mets toi en tant qu'investisseur, est-ce que c'est peut-être ton premier asset? Et si c'est le cas, ou s'il y a d'autres choses, mais déjà sur le réseau, comment tu le crées? Comment on peut créer un réseau pour des personnes qui veulent être VC demain? Comment est-ce qu'on crée un réseau? Je pense qu'il faut être identifié sur quelque chose d'unique, ou en tout cas un sentiment unique qu'on partage avec les gens ou qui vous identifie, quoi. Si t'es, chez moi, donc j'habite à Aix-en-Provence, on a un bassin avec des carpe-coïs. Toutes les carpe-coïs se ressemblent. Mon fils, il a jeté son dévolu sur une petite carpe-coï qui a une couleur argentée. Et en fait, quand elle est dans l'eau comme ça, elle scintille un peu. Et en fait, il faut arriver à scintiller dans ce bassin, parce qu'on est tous en fait un petit poisson dans un grand bassin, quoi. Donc comment est-ce qu'on arrive à te voir dans ce bassin-là? Et donc ce truc-là est super important. Moi, quand je suis rentré chez Kima, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais rien à faire, parce qu'en fait, l'aura de Xavier, l'aura de Kima a fait que j'ai été submergé. Donc mon job, c'était pas de créer une identité ou tu vois, sur le marché, c'était de me dire, OK, le fait que je sois submergé, il faut que je réponde bien à toutes ces sollicitations pour que les gens en gardent un bon souvenir, pour qu'ils puissent parler de moi en bien et que ça finisse par se savoir, tu vois. Alors évidemment, j'avais fait des vidéos chez The Family, donc ça m'avait aidé aussi, ça m'avait rendu un peu visible, etc. Mais ce qui est important, c'est surtout d'être à la hauteur des tâches qu'on te confie. Et quand tu es VC, ton job, c'est de répondre à tout le monde, c'est de répondre rapidement, c'est de répondre parfois de manière un peu expéditive, mais de manière polie. C'est de dire aux gens ce que tu penses, et de manière qui n'est pas un jugement, mais qui est plutôt une analyse ou un feedback. Mais en fait, les entrepreneurs, ils en chient toute la journée. Toi, quand tu es investisseur, en fait, t'en chies pas du tout, que les choses soient claires. Et donc, ton job, quand tu es dans cette position-là, c'est vraiment de donner ton max. Et j'ai souvent tendance à dire, moi, j'ai le meilleur job du monde parce que je passe mon temps à rencontrer des gens qui veulent bâtir des trucs cool. C'est un job qui est facile parce que c'est pas moi qui bosse, c'est les entrepreneurs. Et c'est un job qui est confortable parce que même si 2/3 de mes boîtes plantent, je vais quand même gagner beaucoup d'argent à la fin. Donc, quand tu as cette chance-là, faut que tu fasses, faut qu'en face, les responsabilités, tu les tiennes, quoi. Et déjà, tenir ses responsabilités quand tu es investisseur, c'est quelque chose à faire. Parce que tu as tendance à être happé par la simplicité du job. Et je suis désolé, hein, moi, les collègues VC me tapent sur la gueule quand je dis ça, mais c'est gratos.
oui, plus de la moitié des VC, et, excusez-moi du terme, se la touchent grave. Parce qu'ils sont là, ils touchent des management fees, ils sont à la cool, je vais à un événement, je vais chatter, je vais rentrer chez moi. Et en fait, tu n'as pas de problème du quotidien parce que tu es tout le temps dans un flow permanent de deal flow. Tu fais des deals, mais en fait, les problèmes de tes entrepreneurs, tu les vis pas comme eux parce que ça ne va pas mettre ta vie en jeu. Ça va mettre ton portefeuille en jeu, certes, mais ton portefeuille, s'il est bien construit, de toute manière, il va marcher, il va rapporter. Donc, il faut être à la hauteur, tu vois, des responsabilités qui te sont confiées quand tu es investisseur. Je pense que c'est le premier truc. Et puis, trouver ce qui te fait scintiller dans le bassin, quoi. Ok, quand tu parles de scintiller, si je comprends bien, c'est quand même une sorte de passion aussi. C'est des choses sur lesquelles tu as envie de t'intéresser et qui te démarquent des autres. Donc c'est pas justement rajouter plein de personnes sur LinkedIn ou autre, mais c'est vraiment t'approprier, je ne sais pas si c'est une industrie, si c'est un secteur ou autre, ou une tech même. Ouais, tu sais, quand on rencontre des entrepreneurs, on leur demande toujours c'est quoi leur secret de sauce. Euh, Et donc, moi, je ne sais pas ce que c'est exactement ma secret de sauce, mais ce que je peux te dire, c'est que j'essaie d'être efficace, et c'est important. J'essaie d'être très direct et honnête avec les entrepreneurs, et j'essaie d'être très supportif. Et ça, c'est les trois choses qui m'animent quand j'échange avec un entrepreneur, qu'il soit dans le deal flow ou dans le portfolio. Voilà. Mais je ne sais pas, tu sais quoi, il faudrait faire un survey, je ne sais pas. J'ai jamais dit que mes questions seraient faciles, hein, mais tu m'as dit challenge moi. Et d'ailleurs, je vais continuer dans le challenge. J'ai une question, en tout cas, qui me tient un peu à cœur. Moi, j'ai commencé en VC pendant 2 ans, et pour plein de raisons, au final, aujourd'hui, je suis passé côté startup. Je te rejoins. Je pense que c'est un job où à plus de 50% du temps, tu pourrais le faire gratuitement si tu es curieux et que tu as envie de rencontrer des gens. Est-ce que tu te vois aujourd'hui à tes débuts, donc dis-moi si je me trompe, mais il me semble que tu n'as pas été entrepreneur. Aujourd'hui, on a une flopée de fonds qui aujourd'hui en plus se rebrandent en disant un fonds par les entrepreneurs, pour les entrepreneurs. Est-ce que tu penses sincèrement qu'après, donc je crois que tu avais bossé 3-4 ans en finance et ensuite tu es rentré en VC, est-ce que ce pont est encore faisable aujourd'hui? Est-ce que tu aurais cette légitimité? C'est une bonne question. Je sais pas. Ce qui, moi, m'a donné envie de faire de l'investissement à l'époque, c'est que quand j'étais leveur de fonds, donc moi je travaillais en cabinet de conseil pour aider les entrepreneurs à lever de l'argent, c'est que j'arrivais à spotter des gens dans lesquels personne croyait. J'avais la certitude absolue qu'ils allaient réussir et j'avais raison contre tout le monde. Et Capitaine Train, ça a été mon fait d'armes. C'est le truc que personne voulait faire et sur lequel on a killé le game. Et c'était extraordinaire d'avoir ce sentiment-là. Et c'était pareil avec Zenly. Et donc, tu vois, on parlait de qu'est-ce qui te fait scintiller. Bah, moi, ce qui me fait scintiller, c'est que j'arrive à faire des deals dans lesquels personne ne croit et qui finissent par marcher, quoi. Et j'aime ce challenge de faire une course dans laquelle personne ne voudrait s'engager ou personne croit en toi et tu termines premier à la fin. Et donc, je ne crois pas que c'est une question de est-ce que tu as été entrepreneur ou investisseur avant ou c'est quoi le meilleur pont. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu n'as pas, tu vois, une véritable envie, une véritable détermination, si tu n'as pas envie de gagner, mais ça ne sert à rien de faire le job, quoi. Et moi, je n'attaque pas les investisseurs qui me disent on est un fonds d'entrepreneurs pour entrepreneurs. Mais ça ne suffit pas, tu vois. Et d'ailleurs, ces entrepreneurs-là, les skills qu'ils avaient il y a 5 ou 10 ans, est-ce que ces skills, ils sont encore valables aujourd'hui? Ça se discute. Moi, je préfère présenter à des entrepreneurs, mais des entrepreneurs à des gens qui sont encore dans le jus qu'à des gens qui étaient dans le jus, tu vois. Donc, tout se discute. C'est pas les investisseurs peuvent se brander comme ils veulent. C'est pas leur brain qui fait leur valeur, tu vois. C'est pas parce que tu étais entrepreneur ou investisseur ou tu étais un ancien McKinsey guys que tu es plus malin que les autres. Et aux États-Unis, si tu regardes des gens comme Fred Wilson ou comme Peter Fenton chez USV et chez Benchmark, ce n'étaient pas des entrepreneurs. Ça fait partie des investisseurs les plus successful de leur génération depuis plus de 15 ans. Donc bon. Tu nous as parlé de boîtes sur lesquelles tu aurais parié, là où tous les autres ne pariaient pas. Tu me vois venir. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple? Et au-delà de la boîte, bon, peut-être nous expliquer ce qu'elle fait, mais surtout, qu'est-ce qui, toi, t'a tapé dans l'œil, là où tous les autres ont dit c'est un no-go? Et tu t'es dit non, non, les autres se trompent et cette boîte va réussir. J'ai beaucoup parlé de Capitaine Train et de Zenly, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. La boîte dans laquelle on a investi le plus d'argent, et ça a été très dur pendant le Covid, et on s'est bien accroché, mais je suis très heureux du résultat actuellement parce que c'est une boîte qui fait presque
enfin, cette année qui fera peut-être 1 milliard de volume, donc c'est énorme. C'est une boîte qui s'appelle Dice, D-I-C-E. Ça paraît bête, ça fait de la vente de tickets pour les concerts. Et moi, quand j'ai rencontré l'entrepreneur en 2018, sur la reco de Tony Fadell, le fondateur de Nest, qui avait créé l'iPod et l'iPhone chez Apple avant, j'ai rencontré un garçon qui m'a parlé de l'état du marché du ticketing. Des Ticketmaster, des Live Nation, des C-Ticket, de tout ça, espèces de mastodontes qui existent depuis 20 ans, qui n'ont jamais été digitalisés, qui en ont rien à foutre des fans, rien à foutre des salles, rien à foutre des artistes, dont la moitié des tickets des meilleurs concerts sont revendus sur des plateformes de secondaire et ça leur est complètement égal. Et je me suis dit, c'est dingue, tu as des centaines de millions de gens qui vont à des concerts chaque année et les gens qui sont responsables de leur fournir l'expérience entre leur volonté d'aller à ce concert et le concert échoue complètement sur la chaîne de valeur. Et lui m'a pitché comment est-ce qu'il allait transformer ça sur un marché qui était extrêmement dur, mais sur lequel il y avait énormément de résilience. Et il rentrait par les petites salles de concert, par les petites allocations de tickets, et il remontait la chaîne. Quand le Covid est arrivé, ça a été horrible, parce que ton business passe de 100% à 0%. En plus, c'est une boîte qui était encore petite, il faisait pas 100 millions de volume par an. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était le moment qui allait, lui, le fragiliser, mais il était petit, mais qui allait fragiliser les autres acteurs avec une magnitude énormissime. Donc on l'a refinancé immédiatement au démarrage du Covid pour choper les bonnes allocations dans des villes comme Londres, New York, etc. Et aujourd'hui, c'est une boîte iconique qui devait mourir il y a 2 ans et qui va terminer l'année avec plus d'1 milliard de bookings de tickets de concert, et qui a complètement transformé la relation avec les salles, avec les artistes, avec les fans, et personne n'y croyait. C'était hyper dur de lever de l'argent pour cette boîte. Bon, l'année dernière, ils ont levé 100 millions avec SoftBank, et je ne serais pas surpris qu'il avait un très beau tour cette année. Et ça y est, ils sont on track pour devenir une boîte iconique du marché du live entertainment, qui est un marché monstrueux. Et ça, je me suis accroché, et même Xavier me disait, mais tu t'accroches pas un peu trop sur celle-là et tout? Et en fait, non, parce que les fondamentaux étaient là, parce que le fondateur avait les skills, l'énergie, il était bien entouré, et il avait envie de gagner, quoi. Et aujourd'hui, il gagne. Et ça me fait... Il serait mort si tu n'avais pas fait ce bridge, le refinancement pendant le Covid? C'est possible. Ok. J'aimerais savoir, par rapport aux boîtes du portfolio, il y en a beaucoup, donc on parle, en tout cas entre le pré-seed, seed ou seed série A, énormément de boîtes qui n'arrivent pas à passer justement au stade de financement d'après. En moyenne, combien de boîtes en pourcentage vous aidez versus vous vous dites on vous a donné le ticket d'entrée comme tout le monde, on n'ira pas faire un ramp-up en termes de financement? Donc on a plus de 1000 boîtes en portefeuille et un investisseur pourra te raconter ce qu'il veut. Les 2/3 de son temps, c'est du temps à faire des deals. Ce n'est pas du temps à accompagner ces boîtes. On est dans le coup parce qu'on accompagne les entrepreneurs. Et puis rapidement, notre job, c'est de passer le flambeau à d'autres investisseurs qui sont à d'autres stades de financement. C'est de passer le flambeau à des board members qui sont des gens indépendants, qui sont incentivés à la réussite aussi, qui ont de l'expérience opérationnelle et qui peuvent aider les boîtes. Un investisseur qui te dit « moi, je vais être encore utile dans 5 ans », il a un problème. Parce que dans 5 ans, tu es censé être devenu obsolète en tant qu'investisseur, surtout quand tu étais en seed. Donc nous, notre job chez Kima, c'est de financer plus de 100 boîtes par an. Quand on finance ces boîtes, on ne finance pas des boîtes dont on pense qu'elles vont réussir nécessairement. On pense qu'on finance des entrepreneurs sur des opportunités de marché dans lesquelles on croit. Et on pense que ces entrepreneurs, ils vont progresser. Et progresser, ça ne veut pas dire que tu gagnes à la fin. Ça veut dire que de manière incrémentale, tu progresses. Et toi, en tant qu'individu, tu gagnes de la valeur, plus que si tu avais passé des années chez Ernst & Young ou je ne sais quelle autre boîte de conseil à essayer d'apprendre des choses, quoi. Et sur ces 100 boîtes qu'on va financer, il y en a 80% qui vont échouer à peu près à la fin. On espère que certains d'entre eux qui ont cet ADN d'entrepreneur bien ancré chez eux vont relancer une boîte qu'on pourra refinancer. Il y en a beaucoup qui échouent et qui en fait vont rejoindre d'autres boîtes, mais toute l'expérience qu'ils ont développée les années d'avant fait qu'ils apportent énormément de valeur à ces boîtes-là. Donc moi, je ne suis pas dans un job avec Kima où je finance le succès, je finance le progrès. Et en fait, et ce truc-là est super important. Après, au quotidien, nos boîtes nous font des reportings, nous posent des questions parce qu'elles ont besoin d'aide, d'accompagnement. Et moi, mon job, c'est de maximiser mon impact à la minute. L'entrepreneur qui me dit j'ai besoin de 2 heures de ton temps pour te pitcher un plan stratégique à 5 ans auquel je veux, sur lequel j'ai besoin de ton avis,
En fait, je ne suis pas la bonne personne. Je suis la bonne personne si j'ai 10% de ton capital et que j'ai du skin in the game. Mais mon job, c'est de maximiser mon impact à la minute et c'est aussi de maximiser le temps que je passe avec les gagnants de mon portefeuille. Parce que si je passais tout le temps avec les gens qui sont dans le ventre mou du portefeuille, en fait, je ne ferais pas de performance, je ne serais pas utile, mon impact serait hyper diminué. Et ça, c'est hyper dur à entendre pour un entrepreneur, mais c'est très méritocratique. On essaye de mériter plus de temps à chaque fois que le temps précédent que l'investisseur nous a offert, quoi. Donc on essaie de maximiser notre impact à la minute. Très rapidement, on espère que ces entrepreneurs vont s'entourer de business angels ou d'autres fonds d'investissement qui, eux, ont plus de temps disponible. Comme nous, on a du temps disponible sur les boîtes dans lesquelles on a investi plusieurs millions d'euros. Et voilà. Et puis après, moi, je suis investisseur, je ne suis pas entrepreneur. On voit passer plein de choses. On a plein d'éléments sur lesquels on peut rebondir ou qu'on peut transmettre, mais on n'a pas la vérité. Et tu vois, quand j'ai un entrepreneur qui me dit je cherche un back-end engineer pour ma boîte, mais mec, en fait, j'ai 1000 boîtes qui cherchent un back-end engineer en ce moment. De quoi tu me parles? Je ne peux pas t'aider. Je ne suis pas recruteur tech. En fait, c'est ton job de CEO de recruter tes équipes. C'est pas le job de tes VC. Le job de tes VC, c'est peut-être de t'aider à closer un profil hyper fort que tu as du mal à closer. C'est quand tu as mis beaucoup d'argent dans une boîte à qui il manque vraiment un profil très gros, c'est d'aller voir ton réseau pour essayer de trouver cette personne-là, mais c'est pas de trouver le N-2 de ton département marketing, tu vois, à la 5e année de vie de ta boîte, quoi. Je rebondis dessus, mais j'entends beaucoup de VC aujourd'hui qui proposent ça. En fait, ils n'arrivent plus à se démarquer juste par de l'argent qui est $1, et du coup par l'accompagnement. Et quand ils te parlent d'accompagnement, ils te parlent de recrutement, beaucoup, de product, de tech, même de commercial. Est-ce que en fait, le rôle du VC, il n'a pas un peu trop changé ces dernières années? Il ne s'est pas délocalisé de... Comme tu disais, identifier des potentiels pépites et derrière les mettre en relation avec les bons interlocuteurs, que ce soit sur tous ces sujets-là, mais surtout aussi sur les prochains investisseurs qui pourront financer cette accélération. Si tu es un investisseur extrêmement verticalisé sur de l'enterprise SaaS par exemple, oui, ton job c'est de développer du réseau auprès des 100 décideurs, des 100 meilleures boîtes enterprise de France, parce que c'est des gens à qui tu vas avoir envie d'envoyer tes boîtes. Ça, c'est malin. Si tu es un fonds et que tu as 50 boîtes en portefeuille qui ont tous 20 jobs opening disponibles, bon, bah, tu ne vas pas faire le recrutement pour 1000 personnes. En revanche, peut-être que tu peux donner les best practices pour pouvoir bien recruter quand tu es entrepreneur. Peut-être que tu peux leur présenter les bons chasseurs de tête. Peut-être que tu peux les aider sur quels sont les outils de compensation qu'ils peuvent utiliser comme Figures, tu vois, pour pouvoir savoir combien ils doivent payer leurs mecs, etc., etc. Mais ouais, ton job, c'est de maximiser ton impact là où tu peux être bon. Moi, je suis désolé, il y a plein de recruteurs qui existent, c'est leur métier, je ne vais pas jouer le recruteur, c'est débile. Fair enough. Petite question, je t'ai demandé le deal, on a parlé de We Do Gift, on a parlé de Dice, je te vois déjà. Je te vois venir. Ouais. Bon, quel est le deal que tu as raté à l'époque, d'ailleurs, tu nous parles beaucoup de vision, donc au final, c'est peut-être la vision que tu n'as pas sentie des entrepreneurs, et aujourd'hui, leur succès te fait te dire que y a eu des weak signals que tu n'as pas forcément captés, ou alors tu as vu des red flags qui n'en étaient pas. Voilà, si tu veux nous en parler et nous donner un peu de détails. La boîte que j'ai ratée à l'époque, c'est Conto. Puis je me rappelle en plus d'un email que m'avait envoyé Alexandre en me disant « Non, mais vraiment, on veut bosser avec Kima et tout ». Moi, j'ai dit « Non, non, ça ne nous intéresse pas ». Et il y a 3 raisons pour lesquelles on n'a pas fait le deal à l'époque. La première, c'est parce que leur CTO, en fait, avait été recalé de quelques boîtes de notre portefeuille. Et donc, je m'étais dit « Il n'a pas la carrure pour créer une infrastructure bancaire du niveau nécessaire pour créer une vraie banque pour les business, quoi. » Ce qui n'est pas faux, parce que tu regardes, en fait, c'est un très bon produit, Conto, mais en termes de tech, ils ont été très en retard, très longtemps, et il y a encore des trucs que des boîtes comme MemoBank font, que Conto ne fait toujours pas, et c'est incompréhensible. Donc, est-ce que c'était un bon judgment call de ma part? Peut-être pas, mais j'avais pas tort sur ce sujet-là. Le deuxième, c'était que un des 2 cofondateurs avait un parler qui me faisait dire qu'il était très 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 dur en tant qu'individu, et donc je le sentais pas. Je me suis dit, pour la culture, ça va être atroce. Et c'est vrai, c'est une culture extrêmement exigeante, Conto. C'est peut-être ça aussi qui fait leur succès. Mais bon, moi je suis
Moi, je suis un peu un Winnie l'ourson, tu vois. En fait, ouais, je préfère qu'on traite les gens bien, tu vois. Sans langue de bois. Hein. Comment? Sans langue de bois quand même, Winnie l'ourson. Mais... Sans langue de bois, mais jamais méchant. Attention. Hein. Honnête, quoi. Ouais. Ouais, non, mais tu vois, je pense que Conto, c'est dur comme culture quand même. Et le troisième truc, c'était que il venait de revendre une boîte de hardware qui faisait des cigarettes électroniques. L'un des fondateurs, c'est le fils du patron de BNP Paribas. Et il veut faire une banque. Je me dis que c'est un petit coup opportuniste d'une boîte qu'il a envie de vendre 200 bars dans quelques années au premier venu, quoi. Je les ai pas trouvés très ancrés au sujet. Alors qu'en réalité, si j'avais été plus malin, j'aurais dû creuser ces 3 points-là, en leur disant votre CTO, j'ai pas des très bonnes refs, qu'est-ce qui m'explique que, enfin, tu vois, qu'est-ce qui peut me faire croire que en fait, il va dérouler. Et il m'aurait pitché la vision produit versus la vision tech. J'aurais pu confronter un des 2 cofondateurs qui m'aurait dit attends, moi je suis peut-être pas facile à vivre, mais en même temps c'est ça qui fait que mes équipes elles délivrent, et donc il va falloir que tu fasses avec. Et c'est pas parce que je les pousse à délivrer que on atteint des extrêmes. Et sur Alexandre, j'aurais pu lui demander, tu vois, il aurait pu me parler de sa relation à la banque, parce que en fait cette relation à la banque il l'a aussi à la maison avec son padré. Et il m'aurait expliqué pourquoi est-ce qu'il était vraiment passionné par le sujet et pourquoi c'était pas un sujet opportuniste. Et en fait, j'étais bête, j'ai pas creusé. Voilà, c'est con. Bon, je vais quand même parler de Conto rapidement, hein, mais Conto, une des plus grosses licornes, enfin en termes de valo aujourd'hui. Donc comme a dit Jean, très belle boîte, très beau très business. belle boîte. Mais d'ailleurs, tu es client, il me semble. Donc voilà, donc c'est une néobanque pour les freelances et les petits business ou business intermédiaires. Juste pour terminer sur Conto. Montre ton enthousiasme. Non, très rapidement, donc tu l'as dit, au final, tu n'as pas fait ce pari. Aujourd'hui, la boîte a réussi, entre guillemets, ou est en train de réussir. Une culture qui est quand même hyper exigeante. Un produit, en tout cas la tech, le produit est plutôt beau, mais la tech derrière, elle est peut-être pas encore optimale. Tu parlais de Memobank avant. Qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent? Selon toi, pourquoi ils ont réussi et comment ils ont réussi à lever un demi-milliard cette année? Nous, on est tiraillés dans notre portefeuille parce qu'on se rend compte que c'est pas les meilleurs qui gagnent, c'est les plus forts. Donc en fait, c'est un ring de boxe où c'est celui qui a le plus de force qui gagne. Et tu vois des boîtes comme Uber, comme WeWork, tu peux dire ce que tu veux. L'agressivité avec laquelle ces boîtes-là ont grossi, c'est extraordinaire. C'est grave, c'est bourré de défauts, ça a foutu un bordel pas possible, mais en même temps c'est remarquable, quoi. Et en fait le truc sur lequel Conto a mis en face très très tôt, c'était sur la croissance. Genre dans l'écosystème, ils étaient incontournables très vite, ils étaient partout, ils étaient visibles, ils ont été hyper forts sur ces sujets-là. Et donc les boîtes, ce que tu attends d'elles, oui c'est qu'elles développent le meilleur produit, oui c'est qu'elles servent leurs clients de manière exceptionnelle, mais si tu n'as pas de croissance, t'es mort. Et donc en fait, le job numéro 1 d'une entreprise, c'est de créer de l'inertie autour d'une vélocité qui soit la plus grosse vélocité possible. Parce qu'en fait, nos boîtes, elles démarrent, elles ont un petit chèque, et en fait, rapidement, elles choisissent le rythme avec lequel elles se développent, quoi. Et en fait, ce rythme, de là dépend leur succès ou leur échec. Et donc, Conto, ils ont été très bons là-dedans. Et en fait, nos boîtes qui réussissent bien, c'est des boîtes qui ont créé des vélocités commerciales, de croissance et tout, qui sont exceptionnelles. C'est fini pour Conto, merci. On va parler de deal flow et d'accompagnement, je vois que le temps file. Alors, parler de deal flow, je sais que tu l'as déjà dit dans plein d'autres podcasts. Est-ce que tu peux nous rappeler un tout petit peu la thèse? Je crois qu'elle est assez généraliste, mais je te laisse nous raconter un petit peu la thèse. La thèse, elle est super simple. Nous, on finance des bons entrepreneurs sur les opportunités de marché qu'on comprend et qu'on trouve cool. Donc agnostique en termes de géographie, d'industrie, ticket qui est tout le temps le même, entre 100 et 150, c'est ça? Exactement. On ne fait pas trop de medtech, on ne fait pas trop de hardware. Voilà, on est très précautionneux sur les sujets e-commerce, marketplace, mais sinon, tout le reste, on kiffe. Pas de medtech et de hardware parce que trop gourmand en termes de capex, par exemple? Parce que medtech, on ne comprend pas bien. Ok. Et hardware, ouais, parce que c'est un bain de sang. Ok. J'aimerais que tu t'adresses à moi, à nous tous, mais surtout à des entrepreneurs qui aimeraient lever auprès de Kima. Il suffit de m'écrire un mail, c'est facile. Non, très sérieusement, je voudrais savoir, est-ce que tu as 2-3 tips? Tu en reçois je ne sais combien d'emails au quotidien. On parle encore une fois d'une vision et d'humain.
comment on arriverait à te pinguer, à te montrer en 3 lignes que oui, on est focus humain, vision, qu'on a les mêmes valeurs et que notre boîte va tout déchirer, Inch'Allah. Bon, on dit que c'est compliqué de faire simple. Bah, sur un email, c'est pareil. Il faut arriver à faire court, mais il faut arriver à faire bien. Donc des emails avec 15 paragraphes pour m'expliquer comment vous en êtes arrivé là, c'est hyper indigeste. Donc il faut que l'email soit digeste. En plus d'être digeste, il faut qu'il soit intelligible. Et intelligible, c'est super compliqué. Si vous le faites relire par votre maman, votre papa, vos frères, vos sœurs et tout, ils comprennent ce que vous voulez dire, ça les attire, il y a quelque chose de fluide, quoi. Et ce truc-là, il est impalpable, il est très instinctif. Et moi, quand je reçois un email, de temps en temps, je me dis ah, j'adore, il y a une bonne énergie dans cet email. Tu vois, Jade de Ephéméra, lyonnaise, 20 ans, diplômée de l'Institut Paul Bocuse, pas du tout dans notre thèse, la fille veut monter un restaurant. Mais juste, son email était canon, son énergie est ouf. Du coup, je ne sais pas ce qu'il nous a pris, on a mis un ticket, quoi. Bon, ça fait 1 an et demi, elle a 2 restos, elle fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une énervée comme jamais. On dirait Victor de chez Big Mama en version fille, quoi. Incroyable. Bon, bah, ce truc-là est important. Et après, il faut nous donner des éléments tangibles de vous croire. Et donc, les éléments tangibles, c'est quels sont les faits marquants du passé qui démontrent que dans le futur, vous avez les clés pour réussir. Et donc, il faut nous donner quelque chose, quoi. Il faut que ce soit concret. De temps en temps, j'ai des gens, ils vont m'envoyer un email, je vais avoir 4 paragraphes, je ne sais toujours pas ce que fait la boîte, je ne connais toujours pas les chiffres, je ne sais pas à quel stade ils en sont, je ne sais pas qui sont les entrepreneurs, j'ai aucun élément tangible. Et je me dis, mais merde, en fait, cet entrepreneur, alors qu'il a une chance de faire une bonne première impression, il se foire dans l'email qu'il m'envoie, qu'est-ce que ça va donner quand il va aller voir les clients, tu vois ? Il va les endormir avec une histoire, ils vont rien comprendre, ils vont poliment dire ah oui ça m'intéresse et en fait ils se rappelleront jamais. Donc enfin voilà, un email ça compte énormément, faut faire ça bien et il faut éviter de faire des trucs compliqués, quoi. Donc court, intelligible et avec des éléments tangibles qui nous permettent de bien comprendre d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le contenu de l'email de Jade, qu'on comprenne factuellement? Alors bah, tu peux le lire hein, si tu veux, mais juste qu'on essaye de comprendre un petit peu quels sont les éléments qui ont piqué ta curiosité, qui ont fait que tu as voulu la rencontrer par la suite. Je vais y arriver. C'est difficile. Est-ce que je vais arriver à récupérer l'email suffisamment rapidement? Mais je m'en souviens pas. Ce que je peux te dire, ce que je me souviens, tu te souviens jamais du contenu, mais tu te souviens toujours de l'impression. C'est comme quand j'ai des gens qui me disent ouais, Biril, quand même. Ça vaut vachement d'argent. Oui, ils ont 4 millions d'utilisateurs quotidiens, mais bon, c'est qu'une notification envoyée une fois par jour. Ouais, mais en fait, tu connais pas le CEO. Quand tu connais le CEO, quand tu vois ce qu'il fait au quotidien, etc. Moi, ce mec-là me donne une impression qu'il est en mission, qu'il est bon, qu'il progresse, qu'il va réussir, quoi. Et c'est quasi instinctif. Et je me rappelle, tu vois, je l'ai croisé une fois, 1h30, et je savais immédiatement qu'on voulait financer sa boîte. C'était dingue. Donc il y a des... Je vais pas le réussir à le retrouver, l'email de Jade. Grave. Et donc c'est vraiment cette impression, quoi. Ok, mais c'est moins en fait au final, si je comprends bien, sur le contenu du mail, c'est plus sur, je sais pas si on peut appeler ça la punchiness, mais en fait à quel point la personne va droit au but et t'explique un petit peu ses ambitions, malgré que ce soit une boîte qui n'est pas du tout tech, hein, parce que là tu nous as parlé d'un restaurant par rapport à Jade. Ouais. Là on t'a perdu, Jean. Non, je récupère l'email. Attends, je vais le retrouver. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Je sais plus, elle avait envoyé elle est marrante. Monsieur Niel, bonjour. Elle est mignonne, tu vois, elle a 20 ans. J'ai lu sur internet que vous répondez qu'au mail court. Alors je vais essayer d'aller vite. Bon, c'est mal parti, t'as déjà fait une phrase et demie là. Hein. Mais bon. Je vous ai déjà envoyé un mail, mais vous n'avez pas répondu, alors j'insiste. Tu vois ? Elle est résiliente, j'aime bien. On est 3 diplômés de l'Institut Paul Bocuse, tac, tac, tac. On a fait un truc qui s'appelle Ephéméra. Voici le principe. Clac. Voilà pourquoi c'est bien. Clac. Voilà comment on fait. Clac. Présentation des gens de sa team en 3 lignes. Voilà quand est-ce qu'on a commencé. Voilà où on en est. Voilà où on veut aller. Tac. Mais on a envie de se développer. On aimerait bien avoir votre avis. Boum. Et en fait, Xavier me renvoie le message.
Et je sais pas, j'ai bien senti le truc, tu vois, j'avais une bonne intuition. Donc on s'est parlé. Et voilà. Incroyable. Pour Super parler énergie. de deal flow, merci en tout cas d'avoir partagé. On salue Jade, je ne sais pas si peut-être qu'elle nous regarde. Je t'en parlais juste avant, je voudrais juste que tu nous expliques. Donc on va parler de inbound, outbound. Donc concrètement, le flux entrant. Donc tu reçois énormément d'emails du coup et de sollicitations d'entrepreneurs versus, bon je vais pas spoiler, mais il me semble que Jeanne est derrière tout ça et va chercher les boîtes. Est-ce que tu peux nous en parler et nous donner un petit peu la proportion, non pas de deals reçus, mais de deals réalisés via ces deux canaux? En fait, on reçoit les deals de 3 canaux, soit par les gens de notre réseau, soit par des gens qui nous écrivent en direct, soit par des gens à qui on va écrire. Les gens à qui on va écrire, en fait, Jeanne, chez nous, elle a développé tout un outil de scrapping très bien foutu qui lui permet d'analyser, de trouver rapidement les entrepreneurs qui commencent de nouvelles boîtes et donc de les contacter en phase amont, comme plein d'autres investisseurs, hein, pour essayer de savoir où ils en sont et de savoir si c'est un fit avec Kima. Et après, on a les boîtes que notre réseau nous envoie, le réseau d'investisseurs avec lequel on bosse, de Business Angel ou même d'autres entrepreneurs. Et après, les mails qu'on reçoit en direct. Je pense que la proportion de deals qu'on fait, c'est 2/3 à 3/4 des gens de notre réseau et 1/3 à 1/4 outbound et gens qui nous écrivent en direct, avec une proportion de 1/3 de gens qui nous écrivent et 2/3 de gens à qui on va écrire. Mais je te dis ça au doigt mouillé, quoi. Et honnêtement, pourquoi ils vous écrivent, selon toi? J'en ai aucune idée, mon vieux. Souvent, ils commencent par « Ah, j'ai entendu dans un podcast » et hop. Ça, Mais ça, c'est toi, du coup. Non, non, ma question est simple. Est-ce qu'ils pensent qu'un ticket de 100-150K est plus accessible, sachant que vous faites 100 deals par an, ou même plus, hein, tu disais 120, 130 versus d'autres fonds. Est-ce qu'ils se disent « Ouh là là, je vais peut-être parler avec Jean et Xavier ». Selon toi, hein, qu'est-ce qui les attire? Quand tu es entrepreneur et que tu lèves de l'argent, ton job, c'est de contacter tout le monde, sans exception, pour maximiser tes chances de réussir. Donc forcément, on rentre dans la case des gens à contacter, quoi. Tu vois, tu fais partie des options, tu sais, il faut cliquer, quoi. Tu t'envoies un mail à Kima, ça mange pas de pain. Si tu es un peu malin, tu trouves une intro, et sinon, tu envoies un mail à Kima en direct, tu sais qu'on répond, vas-y, fonce. C'est vraiment aussi simple que ça. Et après, moi, j'aimerais bien pouvoir dire à tous les entrepreneurs, non, mais tu vas voir, oui, on investit dans beaucoup de boîtes, oui, on a beaucoup de boîtes en portefeuille, et non, je ne suis pas proactif avec toi, mais oui, je vais être réactif. Et tu verras que notre valeur à l'euro donné est bien plus importante que tous les investisseurs. Mais malheureusement, ce n'est que ma parole contre celle des autres. Un roadshow chez Kima, donc le temps entre le premier contact, 30 minutes. 30 minutes, et un yes, no ou no go. Ouais, c'est ça. Généralement, on fait un call avec un entrepreneur. On dit 30 minutes. La vérité, c'est qu'au bout de 10-15, on sait si on est intéressé ou pas. De temps en temps, on peut avoir des doutes. Du coup, on fait un deuxième call, troisième call pour voilà, répondre à quelques questions. Mais on se décide très, très vite. Et tu n'as pas besoin de les rencontrer en physique? Non. Ok. Tu sais, nous, on faisait déjà plein de deals à l'international sur Zoom. Bon, bah là, c'est pareil, sauf que... Enfin, c'est pareil, quoi. Okay. J'ai pas vu la différence entre pré-Covid et post-Covid entre nous. Et vous êtes trois, toi, Alexis et Jeanne. Vous trois faites des deals, c'est bien ça? Alors, ouais, tous les trois on fait des deals. Chacun a la liberté de faire le deal qu'il veut, en fait, parce que tu sais pas. Enfin, c'est facile de juger un deal en seed, hein, mais en réalité, il faut donner sa chance à tout le monde. On fait juste attention à ce que les uns et les autres fassent pas trop de bêtises. Et quand on a un doute, on en parle tu vois, à l'un ou l'une, et puis on fait un deuxième call pour checker. Mais sinon, on est assez libre. Et après, on a toujours un stagiaire qui passe chez Kima pendant 6 mois. En ce moment, c'est Baptiste. Et qui nous aide sur beaucoup d'aspects administratifs, suivi du portefeuille, onboarding des boîtes, etc. Voilà. J'ai une question, mais je te la poserai à la fin. J'aimerais parler juste de l'accompagnement rapidement. Tu l'as dit toi-même, plus de 1000 boîtes dans votre portfolio. Certaines sont mortes, d'autres vivent déjà très bien et tu as, je pense, l'accompagnement refilé aux successeurs en termes d'investisseurs. Déjà, qu'est-ce que toi tu fais, même si tu nous en as parlé au début, tu ne vas pas sourcer du recrutement pour eux ou des potentiels partenariats. J'aimerais savoir qu'est-ce que toi tu peux leur apporter en expertise, disons, entre 0 et 6 mois après qu'ils aient reçu le premier chèque de Kima.
Rapidement, on va les connecter aux bots de notre portefeuille pour qu'ils aient un sens de où est-ce qu'ils sont par rapport aux autres, leur donner un peu de référentiel. Mais surtout, mon job, c'est de leur apporter de la clairvoyance, c'est de leur dire quelque chose qu'aucun autre investisseur leur dira et dont ils estiment que la pertinence est plus élevée que tout ce que leur a dit les autres. C'est con, hein, mais de la même manière que j'essaie de gagner des deals, quand j'accompagne un entrepreneur, mon job c'est aussi de gagner sur le fait que mon accompagnement est meilleur que les autres. Donc juste accompagner un entrepreneur pour accompagner un entrepreneur, franchement, c'est pas que c'est pas intéressant, mais ça suffit pas. Donc notre job, et ce que Jeanne, Alexis et moi, on essaie de faire au quotidien avec les entrepreneurs, c'est leur donner un insight que personne leur a donné avant et qui est plus pertinent que les autres. Et donc ça veut dire être bienveillant, mais brutalement honnête vis-à-vis d'eux aussi. Ça peut donner suite à un pivot, j'imagine. Est-ce que tu peux nous donner un petit, ou pas un pivot, changement en value de proposition, ou d'un produit, ou d'une approche sur le go-to-market? Est-ce que tu as un exemple en fait factuel de cet insight que tu as donné à un entrepreneur et que tu as vu justement les fruits positifs de tout ça? Ouais, il faut faire attention parce que souvent ce que font les investisseurs, c'est qu'ils vont s'immiscer dans la boîte, dans la gestion, dans les choix que tu vas faire. Alors que ton job, quand on dit apporter de la clairvoyance, c'est vraiment ouvrir le rideau pour leur montrer ce qui va pas, où ils se situent par rapport au marché. Et après, ton job, c'est de leur poser les bonnes questions pour qu'ils trouvent les réponses par eux-mêmes. Si tu commences à être la personne qui résout leurs problèmes, qui pitch la boîte mieux qu'eux, ou qui, en fait, tu vois, leur trouve leur pivot, franchement, c'est problématique, tu vois. Parce que ça veut dire qu'en fait, c'est comme la différence entre le coaching et le conseil. Le conseil, c'est dire à quelqu'un ce qu'il va faire, ce qu'il doit faire. La vérité, c'est que peut-être qu'il va le faire, mais ça ne va pas s'ancrer chez lui. Alors que le principe du coaching, c'est de poser les questions aux gens qui leur permettent de faire la bonne introspection et ça s'ancre beaucoup plus profondément. Moi, mon job en tant qu'investisseur, c'est mettre un énorme éléphant dans la pièce et ensuite, c'est à l'entrepreneur de se démerder, de voir comment est-ce qu'il va le faire sortir, quoi. Mais c'est pas moi qui vais dire attention, la porte, elle est là. T'as vu, l'éléphant, il est énorme, là, il est là. Donc maintenant, on fait quoi? Et on essaie de poser des questions. Mais donc, on n'a pas... Moi, j'ai pas le souvenir. J'ai souvenir d'avoir aidé des entrepreneurs à débloquer plein de problèmes, à trouver des gens, à se poser les bonnes questions. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir aidé un entrepreneur à changer son business. Et je suis pas sûr que j'en serais très fier, tu vois. Ok. Et c'est quoi dans ce cas-là une intro? Tu peux peut-être nous parler d'une intro factuelle d'un entrepreneur que tu as mis avec quelqu'un d'autre? Le CEO de Biril l'année dernière. On finance la boîte. Ils sont deux. Ils sont à poil. Ils ont tout à faire. On leur a présenté Romain Salzman, qui est l'ancien fondateur de Flashbreak et qui bossait chez Devialet avant, un entrepreneur super qu'on connaissait bien. Et le match a été canon. Et donc, ça, c'est un bon exemple. Poste là-bas aujourd'hui? COO. COO, d'accord. Écoute, merci pour toutes ces réponses. Il nous reste 3 minutes et c'est place à l'impro. Et moi, j'ai une petite question pour toi. Tout à l'heure, tu as dit que tu n'avais pas de secret sauce. Alors, je ne vais pas te la poser à toi, mais donc on parle de secret sauce, de edge, donc unfair competitive advantage, mais qui fait que tu vas avoir ton right to win. Et je suis désolé pour tous ces anglicismes. J'aimerais savoir aujourd'hui si tu t'adresses non pas à des entrepreneurs, mais à des aspirants VC, comme potentiellement moi il y a 3 ans, et je crois qu'on en a dans la salle aussi. Ce serait quoi pour toi l'edge, le unfair competitive advantage d'un bon VC, même s'il doit l'acquérir au fil du temps peut-être? Tu peux pas te forcer à devenir le meilleur dans quelque chose qui te ressemble pas. Donc moi, j'ai pas un trait de caractère où j'ai envie de te dire si tu veux être un bon VC, il faut que tu sois bon là-dedans. J'ai plutôt envie de t'inviter à te poser la question de, tu vois, si tu regardes les éléments du passé, de tout ce que tu as accompli, de tout ce que tu as échoué, de tout ce que tu as aimé faire, de tout ce que tu n'as pas aimé faire, etc. Quelles sont tes grandes forces, quoi? Et comment est-ce que tu peux appliquer ces grandes forces au métier que tu fais, que ce soit VC ou entrepreneur? Mais souvent, les gens, ce qu'ils essaient de faire, c'est de pallier à leurs défauts. Alors qu'en réalité, en tant qu'individu, moi, des défauts, j'en ai plein. Je suis impatient, intolérant, en groupe, quand il y a du monde, je suis hyper mal à l'aise, j'ai l'air d'être arrogant au possible. En fait, c'est parce que je me sens mal. Enfin, voilà, j'aime buller. Enfin, tu vois, les projets long terme, j'ai du mal à les tenir, alors que des sujets hyper efficaces, court terme, je les torche. Donc, j'ai 1000 défauts. Mais putain, mon quotidien, c'est d'appuyer sur mes forces, quoi. Et un bon entrepreneur, un bon VC, il doit capitaliser ce sur quoi il est fort ou elle est forte, et vraiment, mais doubler, tripler, quadrupler, 10xer la mise là-dessus, quoi. Et il faut trouver comment est-ce qu'on transforme ces forces justement en competitive advantage, ou comment est-ce qu'on en fait quelque chose qui nous rend hyper fort sur
sur notre marché, sur ce qu'on fait. Ne faut pas se forcer à essayer de développer des traits de caractère qui ne nous ressemblent pas. Il faut plutôt se forcer à comprendre qui on est, savoir quels sont nos traits de caractère, savoir où sont nos forces et appuyer dessus. Très clair. Et pour ma dernière question, sinon c'est pas drôle, j'aimerais savoir, tu as le droit, soit une start-up, soit une industrie. Surtout que vous êtes secteur agnostique, vous ne faites pas de hardware, pas de medtech. Il y a plein de nouvelles industries qui sont en train d'émerger. Alors peut-être c'est une start-up spécifique, spécifiquement, mais est-ce que tu peux nous nommer une industrie ou une tech ou une start-up, je vais y arriver, qu'il faudrait regarder dans les prochains mois, prochaines semaines, maintenant, quoi? Out of the blue, il y a un entrepreneur chez 42 qui a monté une boîte qui s'appelle Notice, Notice.studio. Et j'aime beaucoup parce que c'est en fait le Airtable du CMS. Donc CMS, Content Management System, c'est très technique souvent. Il y a des boîtes comme Strapi et autres qui font des trucs très techniques. Mais en fait, on a beaucoup de contenu partout publié qui est souvent mal indexé, pas mis à jour, difficilement embêtable, mal connecté aux autres contenus, etc. Et lui est en train de créer ça. Je ne sais pas où ça va, mais lui, je l'adore. Je trouve le sujet fascinant. Et je pense que ce qui semble un petit peu, pas farfelu, mais pas visible immédiatement, va devenir une évidence dans quelques années. Tu n'auras plus de texte sorti de nulle part dans une page About avec des données sur ta boîte qui datent d'il y a 3 ans, quoi. Ce sera fini. Et donc, en fait, il y a énormément de blocs de contenu sur Internet qui méritent d'être mieux indexés, d'être mieux créés. Et cette boîte sert à ça. Donc voilà, comme ça me permettra de faire aucune ombre et de créer aucune jalousie parmi toutes les magnifiques boîtes qu'on a dans le portefeuille. Donc vous l'avez dans le portefeuille déjà? Bien sûr. Bon, un grand merci Jean de t'être prêté à toutes ces questions reloues mais très instructives pour moi et j'espère pour vous tous qui nous suivez. Et merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés. Merci.